se disait la mort est préférable à cette vie que l'on nous fait mener. La résistance n'était pas une aventure, elle supposait de ses participants l'amour sans partage de sa patrie, un idéal qui s'élève avec la liberté de la patrie vers la liberté de l'homme. J'ai vu, de mes yeux vus, des pauvres déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens. Nous avons visité plusieurs lieux sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le thème de la concentration et la déportation. Dans ce sens, nous avons visité notamment le fort de Brindonc, la maison d'Anne Frank, la caserne d'Aussin et le musée de la Résistance de Bondu. En Europe, pendant l'entre-deux-guerres, les régimes totalitaires se sont multipliés, comme en Allemagne, en URSS ou encore en Italie. Il s'agissait de dictatures imposant la terreur et la propagande. En Allemagne, Adolf Hitler, dès son arrivée au pouvoir le 30 janvier 1933, a imposé une dictature, mais aussi des lois raciales et discriminatoires, visant notamment les Noirs, les communistes et les Juifs. Suite aux lois de Nuremberg de 1935, les personnes de confession juive furent exclues de la citoyenneté allemande. Dans son livre Mein Kampf, Hitler affirmait vouloir défendre la race aryenne, la plus forte de toutes. Il voulait donc éliminer les races qu'il considérait comme inférieures. La Gestapo, la police politique et les SS, gardes rapprochés, faisaient régner l'ordre nazi en Allemagne, en réprimant les opposants et les populations discriminées. Ils ont étendu par la suite cette politique aux pays occupés. Pour les opposants et les personnes indésirables, les nazis avaient créé un système concentrationnaire comprenant différents lieux de répression. Ainsi, en Allemagne, dans les pays occupés, il y eut de très nombreux camps de concentration, de commandos de travail, mais aussi de centres d'extermination en Pologne. Ainsi, plusieurs millions de personnes furent enfermées et exécutées. Les nazis ne sont pas les seuls à avoir réprimé des catégories de personnes. En URSS, Staline a envoyé, dès son arrivée au pouvoir, en 1924, les opposants politiques au goulag, c'est-à-dire des camps de travaux forcés. Puis, il a réalisé des purges au sein du Parti communiste pour éliminer les éventuels opposants à son régime. L'existence de ces régimes totalitaires avant la Seconde Guerre mondiale nous a permis de comprendre la répression qui a eu lieu entre 1939 et 1945 en Europe. Hitler et Staline ont appliqué leur politique de répression au-delà de leurs frontières dès le début du conflit. L'Allemagne et l'URSS, suite au pacte germano-soviétique, ont attaqué la Pologne et se sont partagés ce pays. Dès lors, ils ont réprimé, tué et déporté des personnes telles que les membres de la bourgeoisie, les officiers et la classe dirigeante polonaise. Cela s'est reproduit dans les différents pays conquis par les Allemands. En mai et juin 1940, l'armée allemande inflige une débâcle aux armées hollandaises, belges et françaises. Ces trois pays sont occupés par l'Allemagne nazie. Aussitôt, l'idéologie nazie s'est imposée et la répression a commencé envers les personnes jugées susceptibles de s'opposer aux Allemands. Dès l'invasion, les Allemands ont réprimé des populations des trois pays car ils ont mis en place les lois nazies. Dès lors, les Juifs savaient qu'ils allaient être menacés. Les Allemands ont aussi tué des civils et des prisonniers. Dans les pays occupés, la police et l'administration ont collaboré avec les Allemands. Par exemple, en recensant les Juifs, ce qui a facilité les déportations et donc le génocide. En Belgique, les Juifs devaient obligatoirement porter l'étoile dès l'âge de 6 ans. En 1940, le maréchal Pétain a demandé l'armistice le 17 juin et l'a signé le 22 juin. Ainsi, la France avoue vaincue. Le pays est divisé car il y a la zone occupée par l'Allemagne et la zone non occupée dont la capitale est Vichy, où s'est installé le gouvernement de Pétain. L'Allemagne s'empare de l'Alsace-Lorraine et le Nord-Pas-de-Calais est rattaché à Bruxelles. Dans la zone occupée, les Allemands recherchent toute personne présumée opposant.
Elle exige que la France livre les Allemands s'étant réfugiés. Pétain a proposé très vite à Hitler la collaboration. Dès le début de l'occupation, les Allemands vont réprimer les Juifs, les Tziganes, les homosexuels et les opposants politiques aux résistants. Les Allemands ont créé le décret Nuit et Brouillard et les codes des otages. Les nazis vont massacrer des soldats sénégalais présents en France. Dans la zone dite libre, le régime de Vichy a contribué à réprimer et à remettre aux nazis les réfugiés allemands, mais aussi les personnes jugées indésirables, à savoir les juifs, les communistes, les étrangers et les résistants. Le maréchal Pétain a créé la milice pour les traquer et les arrêter. Des camps d'internement existaient en France avant leur déportation en Allemagne, dans les camps de concentration, puis pour les juifs et les tziganes, dans les centres d'extermination. En réaction à l'armistice, De Gaulle décide de partir en Angleterre, à Londres, pour appeler à la résistance le 18 juin 1940. L'idée est donc de continuer le combat contre l'Allemagne nazie aux côtés des Alliés, mais aussi de s'opposer à la politique menée par le régime de Vichy de Pétain. Jean Moulin est le bras droit du général de Gaulle et s'est occupé notamment d'unifier la résistance en France. On l'a dénoncé lors d'une réunion de la résistance. Il fut torturé par Klaus Barbie et il est décédé de suite de ses blessures. C'est un héros car il n'a pas parlé. Notre région fut rattachée au commandement allemand situé à Bruxelles. Elle fut appelée zone interdite car sa position était stratégique vis-à-vis de la proximité avec l'Angleterre. Nous avons visité le fort de Brindonck qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a servi à emprisonner les Juifs jusqu'en 1942, mais surtout les opposants politiques résistants de Belgique et du nord de la France. Ces prisonniers ont subi des travaux forcés, mais aussi la torture, voire l'exécution. Les surveillants étaient des SS allemands, mais aussi flamands. Nous avons découvert la cruauté de ces derniers avec les prisonniers ne respectant aucunement les lois. Le fort de Bondu fut un lieu d'exécution de résistants. Pour leur rendre hommage, il y a des plaques dans la cour sacrée. Aujourd'hui, ce fort est devenu le musée de la Résistance, où l'on peut voir de nombreux objets ayant servi aux résistants. Dans le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique, il y a de nombreux lieux d'exécution. À partir de 1942, Hitler et les nazis craignent de perdre la guerre car ils ont subi leur première défaite. En 1944, suite au débarquement, cette crainte s'accentue. En réponse, les nazis ont accentué la solution finale, mais aussi en massacrant les résistants et les populations des pays occupés comme à Ask et à Oradour-sur-Glane. L'armée rouge de Staline a réprimé des prisonniers polonais, y compris des officiers. En pleine forêt à Katyn, en Pologne, ils ont exécuté 15 000 personnes. D'autres Polonais ont été déportés dans les goulags. Ainsi, Staline voulait une société communiste. Hitler donne l'ordre de massacrer des prisonniers de guerre soviétiques en 1941, après avoir attaqué l'URSS et ainsi brisé le pacte de non-agression signé en 1939 avec Staline. Nous pouvons donc dire qu'il y a eu de multiples victimes réprimées de différentes façons par les nazis, mais aussi par d'autres pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la caserne d'Aussin était utilisée comme camp de rassemblement pour les personnes arrêtées. La plupart étaient des juifs et des tziganes. Ils étaient triés puis déportés dans différents camps, principalement celui d'Auschwitz. En 1995, la caserne d'Aussin a été réhabilitée en mémorial et en centre de documentation sur l'Holocauste. On y voit un mur impressionnant composé de tous les portraits des personnes qui sont passées par la caserne d'Aussin. Ce mur permet de rendre hommage à toutes ces victimes. Au fil des étages, le musée permet de s'informer sur le génocide qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, d'en comprendre les étapes pour éviter, à l'avenir, de refaire les mêmes erreurs. Comme pour les répressions, les déportations n'ont pas été uniquement réalisées par les nazis. Il faut préciser qu'ils ont bénéficié de la collaboration des pays occupés. Concernant la déportation raciale, n'oublions pas que les nazis ont d'abord recensé puis exclu les populations ciblées. Les juifs, après recensement et obligation de porter l'étoile de David, furent enfermés dans des ghettos. Il s'agissait de quartiers fermés du reste de la population, le plus célèbre étant celui de Varsovie en Pologne. Dans les pays occupés, il y avait des camps d'internement, comme en France celui de Drancy ou encore Westerbork aux Pays-Bas.
Tout ceci a permis la mise en place de rafles comme celle du Veldiv en juillet 1942 avec la collaboration de la police française. C'est en janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, que fut actée la solution finale concernant les Juifs et les Tziganes. À partir de ce moment, les déportations se sont intensifiées et le nombre de victimes a fortement augmenté. Mais déjà, avant ces déportations massives, il y a eu ce qu'on appelle les Einsatzgruppen. Ce sont des unités SS qui ont pour mission de tuer le plus possible de Juifs, d'opposants politiques, de Tziganes. On appelle ces massacres la Shoah par balle, car comme on voit sur les photos, les victimes étaient alignées, fusillées, puis les corps étaient entassés dans des ravins. Le 29 et le 30 septembre 1941 a eu lieu le massacre de Babi Yar en Ukraine, où les Einsatzgruppen ont massacré 33 700 juifs ukrainiens. Les déportés, une petite centaine, étaient réunis dans des wagons à bestiaux. Ceux-ci tombaient malades à cause de l'absence de nourriture. Les conditions étaient particulièrement atroces. Température extrême, obligation de faire leurs besoins dans un pot collectif, tout cela pouvant occasionner la mort durant le trajet. Toutefois, il n'y a pas eu que les déportations des Juifs et des Tziganes. Les opposants politiques, les homosexuels, les handicapés physiques ou mentaux, mais encore les criminels étaient aussi déportés. Ce sont ces déportations qui ont eu lieu en premier dès le début du régime nazi. Pendant le conflit, les Allemands ont mis en place une déportation économique. En 1943, en France, est créé le STO, le service de travail obligatoire. De nombreux déportés sont mis à contribution pour aider au développement économique de la guerre. Ils sont forcés de travailler dans différentes usines comme BMW ou encore Krupp qui fabriquent des armes, des transports nécessaires pour les nazis. Ces autres formes de déportation ont aussi été réalisées par d'autres pays, comme nous l'avons vu précédemment par le RSS. Les Alliés sont venus libérer les camps. Les survivants sont dans un état physique et mental déplorable. Ils sont complètement amaigris car ils ont subi une malnutrition extrême. D'autres sont gravement malades à cause des conditions d'hygiène. Beaucoup ne survivront pas malgré la libération. D'un point de vue psychologique, les rescapés sont tout aussi détruits. Certains ont perdu toute leur famille et ne se remettront jamais d'avoir vécu un tel enfer. Nous n'avons pas eu connaissance des horreurs qui se sont déroulées pendant cette guerre. Il aura fallu que les pays reconnaissent leur responsabilité dans ce génocide pour que l'on commence à se rendre compte de l'ampleur du massacre. De plus, les rescapés n'ont pas témoigné de suite de l'horreur qu'ils ont vécue. Ils ne voulaient pas revivre ce drame. Face à la montée des négationnistes, qui ne croient pas au génocide juif, les rescapés ont commencé à témoigner pour diffuser au plus grand nombre leur histoire, mais aussi pour transmettre leur mémoire aux plus jeunes pour que ces derniers ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Au fort de Bondu, nous avons vu le mannequin d'un ancien déporté, Omer Mercier. Nous avons pu nous rendre compte de son état physique et nous imaginer ce qu'il a subi. À son retour des camps, il a souhaité que son corps soit figé dans l'état qui était le sien. Au musée Anne Frank, nous avons ressenti une ambiance pesante, une odeur d'ancienneté avec un retour dans l'ambiance des années 40. C'était plus grand que ce que nous imaginions et avec des escaliers très raides. La différence entre les lieux d'origine et le musée très moderne nous a déçus. L'annexe en perd un peu de son authenticité. Le bilan du génocide juif est très important puisqu'on l'estime à plus de 5 700 000 personnes. En Belgique, 44% de la population juive fut exterminée alors que pour la France, ce fut 25% et 80% pour les Pays-Bas. Pour ces pays, le pourcentage de survivants ne dépasse pas 5%. De plus, les nazis ont exterminé 220 000 Tziganes. Ces photos ont été prises au musée de Malines et au camp de Brindon. Ces mémoriaux sont là pour honorer les victimes de la Seconde Guerre mondiale et perpétuer le devoir de mémoire. Les auteurs de ces massacres n'ont pas tous été arrêtés et jugés, car certains sont décédés, se sont enfuis ou ont changé d'identité. Toutefois, des nazis ont été jugés par le tribunal de Nuremberg de 1945 à 1946 pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité. Dans les pays qui ont collaboré, il y a eu aussi des procès. En France, les dirigeants du régime de Vichy ont été jugés, comme le maréchal Pétain. De nos jours, il existe en Europe de nombreux lieux de mémoire,
nous permettant de nous souvenir des répressions et des déportations qui ont été commises au cours de la Seconde Guerre mondiale. J'ai été choqué par la salle de torture au fort de Brindonk. Aujourd'hui, j'ai encore du mal à comprendre comment certains hommes ont pu être aussi inhumains. J'ai été étonnée de constater la manière sauvage et bestiale avec laquelle on a traité les Juifs. J'ai été marquée lorsque nous avons visité le fort de Brindonk, où de nombreux résistants ayant été fusillés ou pendus. J'ai été horrifiée par les conditions de vie que les prisonniers avaient dans leurs cellules au fort de Brindonk. J'ai été surprise à Malines par le nombre de photos des déportés et surtout des bébés qu'il y avait. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on n'en a plus qu'assez. SS qui vient nous voir chaque soir, SS, oh quel rasoir, à cause de toi nous restons debout, à tomber sur nos genoux.